On est en 2026. Le football génère des milliards. On envoie des sondes sur Mars. On capte des signaux à des millions de kilomètres. Mais sur un terrain de football, avec 50 caméras braquées sur 22 joueurs, on serait incapable d'identifier clairement une insulte raciste? Voilà la question, parce que cette semaine, la FIFA a annoncé une nouvelle mesure. Une banderole, un message fort, un affichage symbolique contre le racisme, un slogan, une image, une promesse. Sur le papier, c'est louable. Mais sur le terrain, est-ce qu'un joueur prêt à traiter son adversaire de singe va soudainement s'arrêter parce qu'il a vu une banderole? Est-ce que celui qui murmure une insulte en se cachant derrière sa main va être stoppé par un slogan imprimé en grand format? Soyons sérieux. Ce qui dérange profondément, ce n'est pas l'affichage, ce n'est pas le slogan, ce n'est même pas la volonté affichée. Ce qui dérange, c'est le contraste. Nous sommes en 2026. Le football est devenu une industrie de haute précision. Chaque action est disséquée, analysée, décortiquée sous tous les angles. La VAR scrute les lignes virtuelles au millimètre près. Un orteil avancé de quelques centimètres peut invalider un but devant des millions de téléspectateurs. Les capteurs embarqués mesurent la vitesse d'une frappe, la distance parcourue, le rythme cardiaque presque en temps réel. La technologie est partout. Elle est invisible mais omniprésente. Alors comment expliquer que, lorsqu'il s'agit d'identifier clairement des propos tenus à quelques mètres des caméras, on nous parle encore de complexité technique? C'est là que le malaise commence. On nous dit que c'est difficile de prouver, que les sons sont confus, que le stade est bruyant, que les paroles sont couvertes par l'ambiance. Pourtant, dans le même environnement sonore, les diffuseurs parviennent à capter les consignes des entraîneurs, les échanges entre arbitres, parfois même les discussions dans les bancs de touche. Soyons honnêtes, la question n'est pas technologique. Un micro aujourd'hui peut être minuscule, discret, intégré dans un maillot, dans une protection, dans un textile intelligent. Les sports américains utilisent depuis des années des systèmes audio embarqués pour les arbitres et certains joueurs. Les communications sont enregistrées, sécurisées, archivées. Pourquoi le football mondial, avec les ressources colossales qu'il génère, ne pourrait-il pas envisager un dispositif similaire? Il ne s'agirait pas de transformer le terrain en télé-réalité. Il ne s'agirait pas de diffuser chaque mot au public. Il s'agirait d'un système strictement encadré. Un enregistrement confidentiel, accessible uniquement au corps arbitral et aux commissions disciplinaires en cas de litige, un outil de preuve, rien de plus. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la parole contre la parole. Un joueur accuse, l'autre nie, on lit sur les lèvres, on interprète, on doute. Et dans le doute profite souvent à celui qui a parlé. Mettre en place un dispositif audio sécurisé changerait radicalement l'équation. Ce ne serait pas une chasse aux sorcières, ce serait une garantie, une protection pour tous. Pour celui qui subit, bien sûr, mais aussi pour celui qui est accusé à tort. C'est une question de crédibilité. Le football moderne a investi des milliards pour protéger l'équité sportive, hors-jeu semi-automatisé, goal line technology, analyse biométrique. Pourquoi ne pas investir pour protéger l'intégrité humaine? On parle ici d'un investissement ponctuel, marginal au regard des budgets globaux. Les compétitions internationales génèrent des revenus astronomiques. Les droits TV atteignent des sommets. Les sponsors s'arrachent les espaces publicitaires. Peut-on vraiment soutenir que protéger la dignité des joueurs serait trop coûteux? Ce débat dépasse la technique. Il touche à la priorité. Si l'on considère que la lutte contre le racisme est centrale, alors on lui donne les moyens concrets d'être efficace, pas seulement symbolique, pas seulement déclarative. Parce que le football est plus qu'un sport, il est un modèle culturel, il influence des générations, il façonne des imaginaires. Quand une insulte raciste reste impunie ou insuffisamment sanctionnée, le message envoyé est dévastateur. À l'inverse, une sanction immédiate, fondée sur une preuve irréfutable, aurait un effet dissuasif immense. En quelques mois, les comportements changeraient, non pas par magie, mais par responsabilité. Ce n'est pas une utopie technologique, ce n'est pas un fantasme futuriste, c'est un choix stratégique. Le football a déjà prouvé qu'il savait évoluer quand son image et sa crédibilité étaient en jeu. Il a adopté la VAR malgré les résistances. Il a modernisé l'arbitrage. Il a digitalisé son organisation. Alors la vraie question n'est pas « est-ce possible ?» La vraie question est
Est-ce que la protection de la dignité humaine est une priorité suffisamment forte pour justifier une décision courageuse? Parce qu'au fond, ce combat ne se gagnera pas uniquement avec des messages sur les panneaux LED. Il se gagnera avec des mesures concrètes, cohérentes, applicables. Et dans un football qui prétend être à la pointe de l'innovation mondiale, refuser d'utiliser la technologie pour défendre l'essentiel serait le plus grand des paradoxes. Il faut être honnête. Interdire aux joueurs de se cacher la bouche lorsqu'ils s'adressent à un adversaire est une avancée. Oui, c'en est une. Dans un football où chaque geste est analysé, disséqué, ralenti sous tous les angles, voir des joueurs masquer systématiquement leurs lèvres était devenu un symbole troublant. Ce geste, presque banal, envoyait un message implicite. Ici, on peut tout dire, tant que ça ne se voit pas. Alors oui, mettre fin à cette habitude est un signal, un premier pas. Une manière de dire que la transparence commence aussi par le langage corporel. Mais soyons lucides, cette mesure aurait dû être adoptée il y a des années. Car lorsqu'un joueur se cache la bouche en plein échange tendu, ce n'est pas pour déclamer un sonnet. Ce n'est pas pour partager un compliment, c'est pour soustraire ses paroles au regard des caméras, à la lecture des analystes, au jugement du public. C'est un réflexe de dissimulation. Et le simple fait que cette pratique ait prospéré aussi longtemps montre que le problème était connu, toléré, banalisé. Pourtant, même avec cette interdiction, on reste à la surface. Car la solution repose désormais en grande partie sur la lecture labiale. Or, la lecture labiale n'est pas une science exacte. Elle dépend de l'angle de la caméra, de la netteté de l'image, de la vitesse du mouvement, de l'accent, du contexte. Un mot mal articulé peut devenir un autre. Une syllabe avalée peut changer le sens d'une phrase. Un mono peut être interprété comme hermano. Un mano peut devenir un malentendu. Et dans cet espace d'incertitude, le doute s'installe. Le joueur accusé nie. Le joueur visé affirme. Les experts débattent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Puis, faute de preuves irréfutables, l'affaire se dilue. On temporise. On ouvre une enquête. On attend des images supplémentaires. Et pendant ce temps, l'essentiel s'échappe. La clarté. Car le vrai problème, c'est que cette approche reste réactive et fragile. Elle dépend de l'interprétation. Elle laisse une marge immense à la contestation. Et dans les dossiers sensibles, la moindre zone grise devient un refuge. On gagne du temps. Le tumulte médiatique retombe, le match suivant arrive, mais le fond du problème, lui, demeure intact. Interdire de cacher sa bouche, c'est retirer un écran. Mais ce n'est pas encore installer la lumière. Si l'on veut réellement assainir les échanges sur le terrain, il faut dépasser la symbolique et s'attaquer à la preuve. La lutte contre les propos racistes ne peut pas reposer sur des approximations visuelles. Elle exige des certitudes, des faits incontestables. Parce que le football moderne ne peut plus se contenter de demi-mesures. Il est devenu trop grand, trop exposé, trop influent. Chaque geste est scruté. Chaque décision est amplifiée. Dans ce contexte, avancer à petits pas sur un sujet aussi grave donne l'impression d'une prudence excessive, presque d'une hésitation. Oui, interdire le geste de dissimulation est un progrès, mais ce n'est qu'un début. Et tant que la sanction dépendra d'images floues et d'interprétations labiales, le système restera vulnérable. Le racisme ne s'évapore pas parce qu'on retire une main devant une bouche. Il recule peut-être d'1 centimètre. Mais pour le faire disparaître, il faudra aller bien plus loin. On l'a vu sur une pelouse de Liga, dans une atmosphère électrique, sous les projecteurs et les caméras du monde entier. Ce soir-là, le football espagnol devait parler de jeu, de tactique, d'intensité. Mais très vite, l'attention s'est déplacée ailleurs. Lors de la rencontre entre l'RCD espagnol et Elche CF, le jeune Omar El Hilali se retrouve au cœur d'un épisode qui dépasse le cadre sportif. Des propos racistes sont rapportés, des mots lourds, des insinuations qui n'ont rien à faire sur un terrain de football. À cet instant, le match bascule dans une autre dimension, le protocole est déclenché, l'arbitre interrompt la rencontre, les joueurs se rassemblent, les discussions s'animent, les regards sont tendus. Le stade bruisse d'incompréhension. On se dit « enfin ». Enfin, la mécanique institutionnelle se met en marche. Mais l'arrêt est bref, très bref. Le jeu reprend. Les positions se reforment. Le ballon circule à nouveau comme si rien ne s'était passé. Et l'auteur présumé des propos, Rafa Mir, reste sur la pelouse. Pire encore, quelques minutes plus tard, il s'avance pour tirer un penalty. Il marque. Et le match continue. C'est précisément là que le malaise s'installe. Pas seulement dans les tribunes, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans l'image renvoyée par la séquence. Car le message implicite est puissant. Le racisme interrompt le jeu,
quelques instants. Il provoque un échange. Il suscite un communiqué, mais il ne provoque pas de sanctions immédiates. Dans un sport où un tacle mal maîtrisé peut valoir un carton rouge instantané, où une contestation trop virulente peut exclure un joueur sur le champ, voir une affaire de propos racistes se solder par une simple pause temporaire interroge profondément. Le football moderne se veut exemplaire. Il revendique des valeurs universelles, une diversité assumée, une tolérance affichée. Les campagnes de communication sont nombreuses. Les messages sont forts, les slogans sont visibles, mais sur le terrain, ce sont les actes qui comptent. Quand un joueur victime reprend le jeu avec le poids de ce qu'il vient d'entendre, pendant que l'accusé continue à jouer, à influencer le résultat, à inscrire un but décisif, la symbolique est violente. On donne l'impression que l'infraction morale est secondaire face à la continuité du spectacle. Bien sûr, il existe des enquêtes disciplinaires. Bien sûr, des commissions peuvent statuer a posteriori. Mais dans l'instant, l'absence de décision ferme crée un vide. Et dans ce vide, le doute s'installe. Le protocole est censé protéger. Il doit rassurer. Il doit dissuader. Or, lorsqu'il se limite à une interruption brève suivie d'un retour à la normale, il perd en force. Parce que la lutte contre le racisme ne peut pas se contenter d'une suspension symbolique. Elle doit envoyer un signal clair, immédiat, incontestable. Sinon, l'impression persiste que le racisme dérange, mais pas assez pour arrêter vraiment le match. Et c'est précisément cette perception qui nourrit le malaise. Il y a un autre sujet, plus sensible, plus inconfortable, mais impossible à ignorer si l'on veut parler honnêtement du racisme dans le football moderne. Lorsque Vinicius Junior est pris pour cible, les réactions sont immédiates. Les images font le tour du monde. Les plateaux télé s'enflamment. Les fédérations publient des communiqués. Les stars du ballon rond affichent leur soutien. Et c'est normal, c'est juste, c'est nécessaire. Quand Nicolas Pepe est victime d'attaques similaires, la solidarité se manifeste également. Les messages affluent, les voix s'élèvent, le football se rassemble et il doit le faire. Mais lorsqu'un joueur d'origine maghrébine comme Omar El Hilali ou Hannibal Mejbri subit des propos comparables, la mobilisation semble parfois plus diffuse, moins massive, moins structurée. Ce n'est pas une compétition de souffrance, ce n'est pas une hiérarchie de douleur, c'est un constat sur la perception collective. Et ce constat pose question. Pourquoi certaines affaires deviennent-elles immédiatement mondiales quand d'autres peinent à dépasser le cadre local? Pourquoi certaines indignations sont-elles instantanément unanimes quand d'autres restent fragmentées? Le racisme, pourtant, ne change pas de nature selon l'origine de la victime. Il ne devient ni plus acceptable ni moins violent en fonction de la nationalité, de la couleur de peau ou de l'identité culturelle. Une insulte raciste reste une insulte raciste. Une humiliation reste une humiliation. Une atteinte à la dignité reste une atteinte à la dignité. Le football, qui se revendique universel, ne peut pas se permettre une indignation sélective. Il ne peut pas fonctionner à géométrie variable, car le danger est double. D'abord, il crée un sentiment d'abandon chez certains joueurs, l'impression que leur combat ne mobilise pas autant, que leur souffrance suscite moins d'écho. Dans un vestiaire multiculturel, ce type de perception fragilise l'idée même d'unité. Ensuite, il affaiblit la crédibilité du discours institutionnel. Comment prôner l'égalité absolue si la réaction collective dépend du profil de la victime? Le combat contre le racisme doit être cohérent, constant, indifférencié. Lorsque le football s'est levé pour soutenir Vinicius Junior, il a montré qu'il pouvait parler d'une seule voix. Cette capacité d'unité existe, elle est réelle, elle est puissante, mais elle doit s'appliquer à tous, sans nuance, sans calcul, sans priorité médiatique, parce que le racisme n'a pas de classement, il ne s'évalue pas en fonction de la notoriété du joueur ou de l'exposition du championnat, il ne dépend pas du nombre de followers ou de l'impact marketing. Il touche à la dignité humaine. Point. Et si le football veut réellement être à la hauteur de ses valeurs proclamées, il doit s'assurer que chaque joueur victime d'un acte raciste bénéficie du même soutien, de la même fermeté, de la même visibilité. Le combat ne peut pas être partiel. Il ne peut pas être opportuniste. Il ne peut pas être circonstanciel. Il doit être total, universel, sans exception. Parce qu'à partir du moment où l'indignation devient sélective, elle cesse d'être un principe. Elle devient une tendance. Et le football mérite mieux qu'une tendance. Il mérite une conviction. La vraie question, au fond, est frontale. Elle dérange, elle oblige à sortir du confort des communiqués. Les instances veulent-elles réellement éradiquer le problème
Ou cherche-t-elle surtout à en maîtriser l'impact médiatique? Parce qu'il y a une différence immense entre lutter et gérer, entre transformer et amortir. Une banderole, c'est une image, c'est un symbole, c'est une déclaration d'intention. Mais une image ne change pas un comportement enraciné. Elle peut sensibiliser, elle peut rappeler un principe, elle peut rassurer l'opinion publique, mais elle ne sanctionne pas. Un micro, en revanche, c'est une preuve, c'est un outil objectif. C'est un moyen de sortir du flou. Et une exclusion immédiate, c'est un message. Clair, net, compréhensible par tous. Dans le football moderne, on ne débat pas pendant 10 minutes lorsqu'un joueur commet une faute violente. L'arbitre observe, consulte éventuellement la VAR, puis tranche, rouge. Fin de discussion. Pourquoi serait-ce différent lorsqu'il s'agit d'une insulte raciste? Si un joueur est pris en flagrant délit, si les preuves sont établies, il devrait quitter la pelouse instantanément, sans négociation, sans attente d'un hypothétique rapport ultérieur, sans calcul sur l'importance du match ou le statut du joueur, parce que le terrain est un espace de compétition, pas une zone grise morale. Certains diront que c'est radical. Oui, ça l'est, mais le racisme l'est aussi. Il ne s'agit pas d'un simple écart de langage. Il s'agit d'une attaque directe contre l'identité d'un individu, d'une tentative d'humiliation fondée sur l'origine, la couleur de peau, la culture. C'est une violence symbolique qui laisse des traces bien au-delà des 90 minutes. Le football, par son exposition mondiale, a une responsabilité immense. Chaque décision prise sur une pelouse est observée par des millions de jeunes. Chaque sanction ou absence de sanction devient un signal social. Quand un joueur est exclu immédiatement pour un geste dangereux, le message est clair. La sécurité physique est non négociable. Quand un joueur reste sur le terrain après des propos racistes présumés, le message devient ambigu. Et l'ambiguïté est l'allié de l'inaction. Éradiquer le racisme demande du courage institutionnel. Cela implique d'accepter des décisions fortes, parfois impopulaires, d'assumer des interruptions de matchs prolongées, d'accepter des polémiques à court terme pour installer une norme à long terme. Mais c'est précisément ainsi que les cultures évoluent. Le football a déjà su se transformer. Il a introduit la technologie malgré les résistances. Il a modifié des règles historiques. Il a professionnalisé l'arbitrage. Il peut faire de même sur ce terrain-là. Car au final, la question n'est pas technique, elle est morale. Veut-on un football qui affiche des principes ou un football qui les applique? Une banderole rassure, une preuve protège, une exclusion immédiate dissuade. Et si l'objectif est réellement d'éradiquer le racisme, alors il faudra accepter que la réponse soit à la hauteur du problème, ferme, claire, intransigeante. Imaginez une pelouse où plus aucun mot ne se perd dans le vacarme du stade, où chaque parole prononcée entre deux joueurs peut être vérifiée, où l'arbitre, au-delà des images, dispose d'un accès audio sécurisé en temps réel. Imaginez un football où l'insulte ne se cache plus derrière un geste furtif ou une main posée devant la bouche, où la preuve est immédiate, où la décision l'est aussi. Une insulte raciste clairement établie, carton rouge, sortie immédiate, suspension automatique. Pas de débat interminable, pas de dilution médiatique, pas d'attente de plusieurs semaines pour une décision disciplinaire. L'effet serait colossal parce que le football fonctionne aussi à la dissuasion. Un tacle dangereux coûte une expulsion, donc on réfléchit avant de s'engager. Une main volontaire peut offrir un penalty, donc on retient son geste. Si la parole raciste entraînait une sanction immédiate et irrévocable, les comportements changeraient rapidement. Imaginez le signal envoyé aux académies, aux centres de formation, aux vestiaires amateurs. Imaginez un jeune de 12 ans devant son écran voir un joueur exclu pour des propos racistes. Le message serait limpide. Le talent n'excuse pas tout. La performance ne protège pas de la sanction. La dignité est non négociable parce que le football n'est pas qu'un jeu. C'est un miroir social, un amplificateur culturel, un langage universel. Ce qui s'y passe dépasse le rectangle vert. Les attitudes observées le dimanche se répercutent dans les cours d'école le lundi. Les décisions arbitrales façonnent des normes implicites. Aujourd'hui, le football est face à un choix historique, être exemplaire, ou continuer à afficher des slogans pendant que les incidents se répètent. Une banderole est un symbole, un protocole est un cadre, mais le courage institutionnel, lui, est une rupture.
Le monde a évolué, les stades sont connectés, les données sont instantanées. La technologie permet une précision inimaginable il y a encore 15 ans. Les ressources financières du football mondial sont considérables. Les obstacles techniques ne sont plus l'argument central. La question n'est plus est-ce faisable ? Elle est devenue plus exigeante. Est-ce que la volonté est à la hauteur des discours? Car en 2026, l'opinion publique n'est plus naïve. Les supporters, les joueurs, les observateurs attendent de la cohérence entre les valeurs proclamées et les décisions prises. Le combat contre le racisme ne se gagnera pas à coups de messages lumineux autour des terrains. Il se gagnera par des décisions fermes, assumées, appliquées sans exception. Et au fond, tout se résume à cela. La technologie est là. Les moyens existent. La visibilité mondiale est acquise. Reste une seule inconnue, la volonté. Et dans le football moderne, c'est désormais la seule réponse qui compte.